Bonjour à tous, merci d'être là. Avant de démarrer, quelques remerciements à l'équipe d'organisation d'Agile en Seine, ainsi que tous les sponsors et partenaires qui rendent cet événement possible. Hop. Alors, je me présente, Emna Wali, coach professionnel et coach agile chez Reactive. Comme beaucoup d'entre vous, des équipes, j'en ai croisé pas mal. Et je me suis toujours demandé ce qui faisait que certaines équipes pouvaient être plus performantes que d'autres. C'est donc tout naturellement que j'ai choisi le sujet de l'intelligence collective aujourd'hui. C'est un sujet assez vaste et donc aujourd'hui on va mettre le focus sur les facteurs qui permettent de favoriser l'émergence de cette intelligence collective et on verra aussi quelques outils qui permettent de coacher cette intelligence collective. Je vais essayer de finir en 30 minutes, ça nous laissera un quart d'heure à la fin pour les échanges, les questions et les réponses. Avant de démarrer, j'aimerais partager quelque chose avec vous. Vous voyez ici un pan de mur chez moi sur lequel mon fils s'amuse à accrocher ses œuvres d'art et ses petits mots doux. Et si on zoome un petit peu ici, on voit ce qu'on appelle un tableau de rêve que j'ai fait il y a quelques années quand je me posais des questions existentielles sur ma vie, la suite de mon parcours professionnel, etc. Et si on zoome un petit peu ici, eh bien c'est moi face à vous aujourd'hui. Donc, vous imaginez un petit peu l'importance du moment pour moi et ça vous donne aussi... Merci. Et ça vous donne aussi une idée sur mon état émotionnel qui est un mélange de trac et d'excitation. Voilà. Après cette petite parenthèse, je vous propose de commencer par définir ce qu'est l'intelligence collective. L'intelligence collective, c'est la capacité d'un collectif à résoudre des problématiques complexes en s'appuyant sur la force du collectif. Voilà. Ça nécessite le partage de ressources, des compétences, des informations, etc. Ça génère de nombreuses interactions entre les membres du collectif et donc forcément la nécessité de mettre en place des règles de fonctionnement communes. Et surtout, la conviction de chacun qu'il vaut mieux collaborer plutôt que de travailler seul. Alors, ça paraît simple comme ça, sauf que dans la réalité, c'est un peu plus compliqué. Et surtout, généralement, une équipe doit passer par différentes phases, différents stades de maturité avant d'atteindre un niveau d'excellence. Olivier de Villard, qui est psychosociologue et fondateur de l'Institut de formation au développement, propose 5 stades de maturité pour une équipe. Le premier étant la juxtaposition d'individus. À ce stade, on a un groupe d'individus qui travaillent sur un même périmètre, mais chacun de son côté. Il y a peu d'interactions entre eux, seulement une relation one-to-one avec le responsable du groupe. Et donc, ça apporte peu aux membres du collectif. Au stade suivant, le groupe commence à se voir en dehors du travail, déjeuner ensemble, prendre un verre à l'occasion. Donc ça crée une cohésion humaine et donc un sentiment d'appartenance. À ces 2 stades-là, on ne peut toujours pas parler d'équipe parce que ils n'ont toujours pas, ils n'ont pas encore mis en place des objectifs communs et des pratiques communes. Ce n'est qu'à partir du stade C, désolé pour l'affichage, c'est étonnant, mais donc au stade C, celui de l'équipe constituée, on a une communauté d'objectifs, donc les mêmes objectifs, et des règles de fonctionnement communes. Et c'est ce qui commence à constituer l'équipe, et surtout qui commence à créer un sentiment de co-responsabilité. Donc on est obligé de collaborer pour atteindre cet objectif commun. Rappelez-vous, le dernier élément pour l'apparition de l'intelligence collective, c'était vraiment la conviction qu'il vaut mieux
collaborer plutôt que de travailler seul. Et donc, puisqu'on est co-responsable, on a tout intérêt à collaborer. Au stade suivant, on voit apparaître une cohésion technique entre les membres de l'équipe. Et surtout, l'équipe commence à s'auto-évaluer et s'auto-réguler. Ils mettent en place des plans d'action pour atteindre leurs objectifs. Et surtout, à ce stade-là, l'équipe est un peu moins centrée sur elle-même, dans le sens où elle commence à gérer le contexte qui l'entoure. Autant au stade C, ils sont un peu centrés sur eux-mêmes parce qu'ils ont besoin de gérer les tensions qui sont générées à la suite de cette constitution d'équipe. Autant au stade d'après, ils commencent à regarder ce qui se passe autour, à gérer les dépendances avec les autres équipes, à gérer les différentes parties prenantes, etc. Pour accéder au stade supérieur. Et enfin, le stade ultime, celui de l'intelligence collective. À ce stade-là, l'équipe se connaît très bien, ils connaissent les points forts et les points faibles des uns et des autres, et ils s'appuient dessus pour mettre en place des tactiques d'intervention. À ce stade aussi, vont naître de nouvelles formes de leadership au sein de l'équipe, et on va essayer de s'appuyer dessus pour déléguer de plus en plus. Autre caractéristique de l'équipe à ce stade-là, ils vont rechercher la confrontation d'idées, bien sûr, pour être sûr de prendre les bonnes décisions. Voilà, c'est ce que Olivier de Villard appelle l'équipe excellente. James Surowiecki, auteur de l'ouvrage La sagesse des foules, propose une recette à 4 ingrédients pour voir apparaître l'intelligence collective. Le premier ingrédient étant la diversité. Alors, la diversité, pourquoi la diversité favorise l'intelligence collective? Simplement parce que quand vous avez dans une équipe des coéquipiers qui ont des cultures différentes, des formations différentes, des expériences différentes, ils vont forcément réagir de manière différente, pour le coup, face à une même situation. Et donc, ça donne une panoplie plus large d'actions et de réactions possibles, et donc plus de chances de prendre de meilleures décisions, et donc forcément de meilleurs résultats. La diversité, c'est basé sur un certain nombre de critères. Et on voit aujourd'hui dans les grands groupes apparaître des services dédiés à la diversité et qui pilotent, en tout cas ils mettent en place des initiatives pour animer cette diversité au sein des grands groupes. Alors la diversité c'est très bien, mais avec l'inclusion c'est encore mieux. Vous avez certainement entendu parler de la nouvelle Ariel de Disney et probablement aussi peut-être vu quelques vidéos de petites américaines émues face à cette nouvelle Ariel qui leur ressemble. Et donc elles peuvent s'identifier à des héroïnes qui leur ressemblent et se dire « moi aussi je peux ». Eh bien en entreprise, c'est un peu pareil. Sachez aussi qu'il y a de plus en plus de solutions qui se développent, notamment basées sur l'intelligence artificielle, pour essayer d'évaluer et de piloter cette diversité et cette inclusion. Donc peut-être que dans le futur, on verra se développer de plus en plus l'utilisation de ce type d'outils. Deuxième ingrédient dans cette recette de l'intelligence collective, l'indépendance d'esprit. Alors, l'indépendance d'esprit, c'est la capacité à exprimer un point de vue, son point de vue, au risque de contredire l'avis du groupe ou le sens commun. Et parfois, ça demande un sacré courage. Ça demande aussi d'être conscient de certains biais cognitifs qu'on peut avoir quand on est en groupe, notamment par exemple ce qu'on appelle l'effet de groupe,
Imaginons, pendant un poker planning, la majorité de l'équipe se prononce pour dire telle story vaut 8 points d'effort. On peut être tenté de dire si la majorité pense que c'est 8, c'est qu'ils ont forcément raison. Ça, c'est un exemple de biais cognitif. Et c'est tout à fait naturel. Autre exemple de biais cognitif qu'on peut avoir en groupe, le favoritisme du groupe d'appartenance. Par exemple, dans un processus de recrutement, on aura tendance à favorablement évaluer une personne qui vient de la même école que soi ou de la même entreprise que soi, alors que ce n'est pas forcément un critère pertinent, en tout cas pas suffisant. L'indépendance d'esprit, c'est aussi la capacité à douter et se dire peut-être qu'on est tous à côté de la plaque. C'est un peu l'impertinence constructive. Et pour favoriser et encourager cette impertinence constructive, il faut absolument mettre en place l'environnement qui va avec, notamment la sécurité psychologique. Donc donner la permission d'être impertinent et la protection qui va avec. Troisième ingrédient, la décentralisation. Souvenez-vous, au stade E de maturité d'une équipe, on voit apparaître et on encourage l'apparition de nouvelles formes de leadership dans l'équipe. Ce leadership peut être basé sur l'expertise, sur la coordination, sur la capacité de soutenir ses collègues. Et donc, c'est ce qui permet de plus en plus de délégation dans l'équipe. Meredith Belbin propose justement 9 rôles que l'on peut chacun jouer dans une équipe, voire même cumuler, et en fonction du contexte, et potentiellement pour combler certains vides. Quatrième ingrédient, les mécanismes d'agrégation. Les agilistes d'entre vous reconnaissent certainement certains outils ici, comme le poker planning, le double diamant, l'atelier One, Two for All, qui sont des mécanismes d'agrégation qui ont pour point commun une première phase de réflexion individuelle pendant laquelle chaque individu, chaque collaborateur va réfléchir sans l'influence du groupe. Puis une deuxième phase de consolidation, d'échange et de discussion pour essayer de converger vers une solution, un choix. Un peu moins connu, le pré-mortem. Le pré-mortem, ça consiste à demander à l'équipe de se projeter et d'imaginer que la décision qu'ils sont sur le point de prendre aujourd'hui soit un échec dans un an et de lister les raisons pour lesquelles ce serait un échec. Alors c'est un très bon moyen, une très bonne parade contre les biais cognitifs et un très bon moyen pour encourager l'indépendance d'esprit. Émile Servan-Schreiber, qui est docteur en sciences cognitives, et qui est auteur de l'ouvrage Super collectif, propose un autre élément pour favoriser l'apparition de l'intelligence collective, qui est l'intelligence émotionnelle. Il va même encore plus loin en disant que l'intelligence collective d'une équipe n'est pas la somme des intelligences intellectuelles, mais plutôt fonction de l'intelligence émotionnelle. Si on reprend un peu les stades de maturité d'une équipe, on voit que pour accéder au stade de maturité supérieure, l'équipe est amenée à, en tout cas, elle doit de mieux en mieux gérer les interactions sociales. Et qui dit interaction sociale, dit émotion. Donc au stade C, c'est par exemple gérer les émotions qui peuvent être liées aux tensions qui apparaissent quand on voit qu'on est co-responsable. Au stade d'après, c'est gérer les émotions des uns et des autres pour rester focalisé sur les objectifs. C'est aussi commencer à gérer les émotions de ceux qui nous entourent, potentiellement nos clients, le management,
les autres équipes dont on dépend, etc. Donc il y a des tensions et il va falloir gérer ces tensions et ces émotions. Donc on voit que c'est parce que l'équipe est en mesure de faire preuve de plus en plus d'intelligence émotionnelle qu'elle accède au stade de maturité supérieure et donc à l'intelligence collective. L'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est la capacité à identifier ses propres émotions, à les accueillir et à se demander ce qu'elles veulent nous dire de nous, de notre rapport aux autres, notre rapport au travail, etc. etc. C'est aussi la capacité à lire les émotions chez les autres, les identifier. Donc lire les émotions sur le visage, dans la posture, dans la voix, et à en prendre compte dans la vie du collectif et dans la prise de décision. Par exemple, si je vois que l'équipe est sous tension parce qu'elle est en train de gérer un incident de prod, c'est peut-être pas le moment d'annoncer telle nouvelle. Ça consiste à faire preuve d'intelligence émotionnelle et à ménager son équipe. Quelques outils de mesure et de coaching de l'intelligence émotionnelle. J'ai testé pour vous le test individuel EQI. C'est un test qui évalue l'intelligence émotionnelle individuelle. Ça consiste à répondre à une centaine de questions et ça évalue l'intelligence émotionnelle sur une quinzaine de compétences. À l'issue de quoi on a un rapport avec le score sur chacune de ces compétences et un débriefing à faire avec un coach en intelligence émotionnelle. Au-delà des scores et des valeurs absolues qu'on a au niveau de chacune de ces compétences, le plus important, c'est d'analyser le gap entre certaines compétences. Ça existe aussi pour les groupes. Même rapport, donc on obtient un rapport qui affiche la moyenne de l'équipe sur chacune de ces 15 compétences. Et donc on voit ici que l'équipe potentiellement a une très mauvaise gestion du stress en bleu. Et donc ça peut être un bon indicateur pour savoir quelles sont les situations que l'équipe est susceptible de mieux gérer que d'autres. Par exemple, une équipe comme ça n'est pas forcément, n'est pas forcément faite pour faire du support. Par exemple, s'ils ne savent pas gérer leur stress et gérer les crises qui vont avec, peut-être que ça risque de... C'est pas impossible, mais ça risque de se faire dans la douleur. Inversement, si vous avez une équipe de coach avec un niveau d'empathie réduit, il faut se poser des questions. Autre outil bien connu, le feedback 360, vous connaissez certainement. Ça consiste à collecter le feedback autour de soi, des collaborateurs, management, etc. Et donc ça permet de faire le point sur comment on est perçu, la façon dont on gère ses émotions, etc. Autre outil qui peut servir à gérer, en tout cas à coacher l'intelligence émotionnelle et en particulier l'empathie, la carte d'empathie. Imaginons que vous ayez deux équipes qui ne s'entendent pas, qui ont du mal à travailler ensemble. Cet outil permet de créer de l'empathie entre elles. Vous prenez les deux équipes, vous demandez à chacune de se mettre à la place de l'autre et de formuler quelles sont leurs problématiques, leurs besoins, leurs ressentis, etc. Donc c'est un moment qu'ils prennent pour se mettre à la place de l'autre et d'être en empathie. Vous connaissez certainement d'autres outils, n'hésitez pas à les partager avec nous tout à l'heure. Emil Servan-Schreiber rajoute aussi un autre élément sans lequel on ne peut pas décentraliser et déléguer dans une équipe. C'est le fait de pouvoir s'appuyer sur des individus autonomes et volontaires.
Alors, des théories sur les facteurs de motivation ou de démotivation, il y en a plein. Je vous rassure, on ne va pas les balayer aujourd'hui, on ne va pas les détailler. Ce que j'ai choisi de retenir, c'est la congruence. Autant l'autonomie vient généralement avec l'expertise et l'expérience, autant le volontariat, c'est un peu plus compliqué. La congruence est susceptible de mobiliser les troupes en faisant en sorte que chaque membre de l'équipe puisse faire le lien entre les objectifs stratégiques de l'entreprise, les objectifs de son équipe et ses objectifs personnels. Je ne parle pas ici des objectifs de l'équipe traduits en objectifs opérationnels pour chacun des collaborateurs. Non, là je parle vraiment d'objectifs individuels du type améliorer son anglais, monter en compétence sur une nouvelle technologie, faire des conférences, des aspirations que seul lui ou elle peuvent connaître et qui sont en mesure de créer de la mobilisation au sein de l'équipe et donc de pouvoir déléguer plus facilement. Personnellement, je rajouterais bien un 5e ingrédient, une petite pincée d'humilité. Parce qu'en fait, la maturité d'une équipe n'est pas linéaire et surtout est très fragile. Dans la vraie vie, la maturité d'une équipe, ça ressemble plutôt à ça. Et on voit très bien qu'elle n'est pas seulement fonction des qualités que l'équipe va développer, mais aussi, et beaucoup, des événements extérieurs qui peuvent venir la perturber. Et donc, une réorganisation, du turnover, tout un tas d'événements extérieurs qui peuvent venir faire régresser cette maturité et faire revenir, faire régresser la maturité d'une équipe et donc son intelligence collective. Finalement, je dirais que tout groupe humain est doté d'une forme d'intelligence collective, plus ou moins structurée et plus ou moins source de congruence pour ses collaborateurs, enfin pour ses membres, pardon. Ce qui structure l'intelligence collective, c'est la partie visible de l'iceberg et c'est ce qui est souvent plus facile à piloter dans les projets de transformation. En revanche, la partie cachée de l'iceberg, qui concerne les émotions, les croyances, les valeurs, la culture, etc., aussi bien au niveau individuel, au niveau de l'équipe que de l'organisation, c'est ce qui est source ou non de congruence. Et c'est souvent la partie négligée dans les projets de transformation, et parce que c'est aussi moins facile à piloter. Pour conclure, je dirais que l'intelligence collective, c'est finalement un idéal vers lequel on tend. On s'en approche parfois, et quand on a la chance de le vivre, ça risque de ne pas durer très longtemps pour les raisons qu'on a vues précédemment. Mais ça n'est pas une raison pour ne pas essayer. Voilà, merci pour votre attention.